Avec ce chapitre est tombé du Zeref and non, rien à foutre. Ce qui est important, c'est que le couple Gagil et Lévi est officiel. Il a enfin avoué qu'il était en kiff sur elle, genre, voilà, putain de zoom de merde, genre il dit qu'en gros, il veut juste ramener la femme qu'il aime tranquille. Et là, tout le monde sur Tumblr lâché, gars, j'ai vu, c'est canon, voilà, maintenant tout ce qui m'importe, c'est qu'il reste en vie, Lévi. Voilà, tout le monde est là. It's fucking canon! It's fucking canon! Du ship a sail, ça veut dire que c'est enfin devenu canonique ce couple, c'est-à-dire en gros que c'est officiel. Je suis fier de Lévi, tout le monde est là. Ouais, oh mon dieu! Ouais, avec les gifs, tout ça, tout le monde est là, tout le monde est chaud, voilà. Les réactions évidemment. Les réactions. Les réactions des gens, voilà, Gagé évidemment il admet qu'il est amoureux de Lévi, etc. Ouais, voilà, blablabla, bla. Bref, c'est vraiment donc la réaction, la réaction des gens sur internet par rapport donc à ce couple qui est enfin devenu, on va dire, officiel. Et là, il y a quelqu'un qui fait par exemple, je suis terrifié, Mashima, il a déjà fait quelque chose, il a tué par exemple des personnages qui, après qu'ils soient devenus donc canon en tant que couple. Hein, ils font référence donc à Zeref et à, et à Mavis. Putain, il va nous sortir une Mavis, il va tuer Lévi au prochain chapitre. Tu vois, ça c'est Mashima, il confirme un couple direct après ce qu'il fait et il les tue. Putain de merde. Voilà, je sais pas ce que vous avez fait quand vous avez découvert. Personnellement, moi, j'ai pas eu de véritable réaction. C'est pour ça que je poste pas ma live reaction tout simplement parce que en gros, j'ai pas eu de réaction tellement, on va dire comme j'ai d'habitude en soi. J'étais pas vraiment surpris. Mais c'est vraiment la réaction des gens sur internet qui moi m'avait juste fait hurler de rire quoi. Par exemple là, regardez. Moi qui raconterai à mes grands-enfants, un des meilleurs moments de ma vie, c'était quand mon ship éternel, donc le couple qu'ils ont envie de voir, est devenu enfin éternellement canonique. Bref. Oh putain, les gens deviennent dingues avec les couples dans Fairy Tail. Il faut savoir que l'auteur lui-même a dit qu'il n'a pas envie d'officialiser certains couples. Et j'ai envie de dire, ouais, il dit ça, mais là, il en a quand même officialisé un d'une certaine manière. Ce qui me fait penser que ce couple n'aura peut-être pas un futur, ou en tout cas une happy ending, et surtout, donc, ouais, Gagil et Lévi. Mais bon, passons maintenant à cette review. Yo tout le monde, aujourd'hui nous allons donc parler de Fairy Tail. Voilà, je sais, cette petite intro vous a mis certainement dans le bain, puisqu'effectivement ce chapitre va certainement être retenu comme étant le chapitre phare des fans du couple donc Gagil et Lévi. Ok, c'est un élément qui était... J'étais obligé de le dire, c'était obligé, l'événement qui était, je dirais, le plus important ici, mais il n'y a pas que ça. Donc au début de ce chapitre, nous avons donc Natsu et compagnie qui donc se retrouvaient face à Auguste, hein, dans l'optique de pouvoir le convaincre comme quoi de se retirer et donc d'arrêter la guerre. Mais d'un autre côté, je trouvais amusant qu'ils soient partis donc avec cet objectif-là, alors que justement, ils ont dit en même temps que donc Auguste était le plus fidèle, le plus loyal des Spriggan. Donc déjà, t'essaies de convaincre le plus loyal et le plus fidèle des Spriggan, si t'arrives à le convaincre lui, putain, mais autant convaincre tous les autres aussi facilement. Donc, je pense qu'effectivement, c'était pas déjà une bonne idée de base. Donc en arrivant, justement, il pose la question, donc Brandish pose la question, ouais, mais où est God Serena? Et là, justement, t'as Auguste qui fait, ah, mais God Serena, il est là avec moi, en faisant ce geste-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, est-ce que ça veut dire que genre God Serena est là, genre il est mort et il est là dans notre cœur, genre il est avec nous, il sera toujours avec nous, notre cher compagnon Spriggan qui est mort, ou alors, et je pense que c'est plus ça, à mon avis il a dû donc enfermer God Serena dans une sorte de bulle, je vais pas dire temporelle, mais une sorte de bulle de soins dans une autre dimension, et où genre il l'a enfermé dans une petite, dans un petit, je sais pas moi, lacryma de soins, ou un truc comme ça, un truc qui le met en stase, et donc qu'il l'emporte avec lui, tu vois. Hein, qui l'enferme quelque part pour le soigner, pour qu'il se repose, et il le transporte avec lui en attendant qu'il soit guéri, tu vois, un truc comme ça. Donc, God Serena, vraisemblablement vie, il y a de grandes chances. Parce que franchement, s'il nous dit, non mais en fait il est mort, mais il est genre dans mon cœur, genre, il sera toujours avec moi même dans la mort, tu vois, j'ai pas compris. Ou alors son âme est avec lui, non, ce serait un peu trop chien ça. Non, je pense qu'effectivement, donc il est encore en vie, et qu'il doit se soigner pour le prochain combat qu'il attend, parce que c'est vrai que comme God Serena a été éliminé un peu trop facilement, il est assez clair de se dire qu'il va forcément revenir. Il y a intérêt, parce que sinon c'est un des plus gros gâchis que de ce manga quand même. Bon. Donc après il y a une discussion donc entre les deux, Brandish donc et Auguste, comme quoi voilà tu es une traîtresse, nous les Spriggan on sait très bien, on est dévoué et loyal, corps et âme et machin truc vis-à-vis de Zeref, donc notre empereur, voilà. Et d'un côté je suis assez d'accord dans ce qu'il dit, qu'il y a un petit truc qui est assez bizarre, c'est par rapport à Brandish. Pourquoi elle et les autres Spriggan en fait ont-ils rejoint donc Zeref? Je veux dire, qu'on comprenne que certains des Spriggan sont là pour juste péter la gueule à un autre continent. Je peux comprendre, parce qu'en soi, c'est un empire, tu vois, c'est un grand pays, c'est un empire, tu vois. Et quand c'est un empire, ça va forcément conquérir de nouvelles zones.
Donc c'est un conflit. En soi, les Spriggan sont peut-être pas forcément, tu vois, des mauvaises personnes. C'est juste des gens qui veulent péter la gueule à un autre continent ennemi, tu vois. Et puis d'un autre côté, ils connaissent l'objectif de Zeref, c'est récupérer l'humaine histoire pour foutre un peu la merde et éradiquer plein de trucs pour recréer le monde. Donc quelque part, ils sont fidèles à leur patrie et en même temps, ils contribuent à un plan qui consiste à tuer plein de gens. Donc de base, ça signifie que les Spriggan sont tous des enfoirés. Mais ça c'est... Je trouvais ça un peu limite, sachant que Brandish elle-même, visiblement, n'est pas du genre à tuer des gens, soi-disant, mais vraiment soi-disant, hein, quand on a vu comment elle s'est comportée face à Lucie, etc. Voilà, j'aurais pu me poser la question de mais pourquoi Brandish a-t-elle rejoint Zeref? Je veux dire, c'était quoi son but à la base? Voulait-elle vraiment voir la planète allez, tuer toute la population de la planète? Est-ce que c'était ça son objectif? Est-ce que tous les Spriggan ont rejoint Zeref dans ce but-là? Et pourquoi maintenant, après sa rencontre avec Lucie, carrément elle change d'avis, genre voilà, je vois plus trop l'intérêt de cette guerre, voilà. Bon, on savait que déjà la meuf, elle était pas très motivée à la base, et en gros, si on lui demande de faire un truc, elle le ferait. Enfin, voilà, c'est ce qu'elle avait dit à Zeref la dernière fois, genre ouais, qu'on lui a demandé si elle allait combattre, elle a dit voilà, je suis pas trop du genre à vouloir me battre, à vouloir me bouger le cul, mais si on me demande de le faire, allez, je le ferai, tu vois. Donc, je trouvais pas trop crédible, je dirais, la motivation de certains Spriggan. Je veux dire, les membres d'Oration 16, par exemple, je pouvais comprendre, c'est des gosses traumatisés qui ont grandi dans la tour du paradis en tant qu'esclaves, et donc ils ont eu des prières, ils veulent leur souhait exaucé, voilà, ils ont un but, on va dire, ils ont des objectifs. Ils ont des souhaits communs, enfin pas communs pardon, mais différents, tu vois. Et être dans la guilde d'Oration 16 leur aurait permis justement d'accomplir et de réaliser donc ce souhait, tu vois. Par exemple, le souhait de Midnight, c'était pouvoir dormir le soir, lui qui arrivait visiblement pas à dormir, ce qui est bizarre, enfin j'ai pas trop bien compris ça. Ou Cobra d'entendre la voix de son serpent Kubelios, aujourd'hui transformé en Kinana. Racer, c'était bon, c'était des souhaits soi-disant genre ouais, il veut courir vite pour que plus personne ne le rattrape, lui qui justement s'enfuyait, courait toujours pour échapper à la mort, à la tour du paradis. Voilà, bon, c'est des petits éléments comme ça. Même les membres du Grimoire Hertz, en fait, c'est des mecs, c'est un peu des extrémistes anti-non-mage, j'allais dire des moldus, tu vois, comme dans Harry Potter. Mais disons qu'ils sont contre les personnes qui n'ont pas de magie, ils veulent juste garder dans leur... créer un monde où il n'y a que des mages, quoi, tu vois. Donc, je peux comprendre leur tendance, j'allais dire raciste, mais c'est pas raciste, ce serait magie... Bon, peu importe comment c'est quoi le terme déjà anti-mage. Mais en gros, quoi qu'il en soit, je trouvais ça limite, donc j'aurais voulu qu'on creuse j'aurais aimé qu'on creuse un peu plus le passé de certains Spriggan pour qu'on comprenne comment ça se fait qu'ils ont rejoint justement Zeref, pourquoi. Parce que là, c'est des Spriggan, allez, ils combattent 2-3 chapitres, après basta, on n'en parle plus quoi. C'est un peu dommage. Bref, par rapport donc à Jacob et Alessio par exemple, donc le Hitman, hein, qui s'est fait ridiculiser par Lucie, on apprend qu'il est donc encore en vie et prisonnier, ça on le savait, mais jusqu'ici j'ai l'impression qu'aucun Spriggan n'est véritablement mort en fait, ils sont tous en vie prisonniers. Je me demande s'ils n'auront pas tous encore une utilité par la suite, j'espère bien, pour pas qu'on les enterre aussi facilement comme des débiles, hein, parce que jusqu'ici, la réputation des Spriggan ne tient qu'à un fil, même deux fils, appelés aujourd'hui Auguste et Irène, ou Eileen, enfin peu importe comment vous l'appelez. Quoi qu'il en soit, j'espère que dans les prochains chapitres on aura quand même des petits flashbacks par rapport à ces éléments là, voilà, c'était quand même un truc que je voulais dire. Bon, ensuite avait un petit commentaire de Mest qui disait ouais mais comment ça se fait que Lucie et Natsu arrivent pas à comprendre que Auguste il a des années-lumière du niveau de Brandish, eux qui justement ont dit voilà Brandish elle est forte mais Auguste putain il est quand même un peu plus fort tu vois. Et j'ai envie de dire putain mais Mest t'es con quoi espèce de couillon, Lucie et Natsu sont aussi à des années-lumière de ton niveau, c'est un peu normal tu vois que eux, pour eux Auguste soit pas je veux dire, aussi fort qu'il n'a l'air que par rapport à toi, tu vois. C'est normal que par rapport à Mest, Auguste est supra fort. Mais par rapport à Natsu, il n'est pas aussi fort que par rapport à Mest, ça c'est sûr. Bon, maintenant Auguste est certainement plus fort, parce que quand ils sont arrivés, ils l'ont vu, ils ont senti qu'il avait un niveau démentiel, hein, donc voilà. Bon, j'attends toujours donc la venue de Gildart, qui est certainement en train de se branler quelque part, mais la venue de Gildart pour péter aussi un peu la gueule à certains Spriggan, j'espère, parce que le mec sinon n'aura servi à rien. Tu te rends compte, l'auteur il se rend compte qu'il a complètement oublié un personnage. Tu vas, ah oui putain, Gildart, le barbu, là, celui qui a combattu Archenologia, tranquille, il est revenu en vie, oui, je l'ai oublié. Bref. Ensuite, on revient donc sur le champ de bataille par rapport à Gaji, donc Lévi et Bradman, un combat donc qui fait rage, mais où justement Bradman a l'avantage. Hein, à mesure que le combat donc continue, celui-ci devient de plus en plus fort. Et on découvre donc les pouvoirs de Bradman, et j'étais très déçu sur ce coup-là, puisqu'on découvre que celui-ci peut utiliser les techniques des membres du Kyukimon. Donc c'est-à-dire les 9 démons, les 9 démons de la guilde Tartaros, tu vois, en dehors de Margui, parce qu'il n'utilise pas la malédiction de Margui. Donc c'est pas vraiment de la magie, mais bien une malédiction, et ça répond au fait, ça répondait donc à la question, ouais, Bradman, sa technique ressemble beaucoup à celle de Kiss, c'est tout à fait normal, puisque en fait, effectivement, il peut utiliser les techniques de Kiss, de Tempesta, j'imagine aussi, il a utilisé la technique de Silver, donc son Ice Demon Rage, enfin là, ici, c'est plutôt Demon Rage que la technique est appelée, mais on voit bien que son cri, qu'il a utilisé contre le cri, le hurlement du dragon
Gagil, il y a des particules de glace, enfin des morceaux de glace qui explosent comme ça, donc c'était un cri de glace. Donc c'est vraiment les techniques du Kyukimon, c'est pas genre le mec qui peut utiliser des techniques de démon tout court, non, c'est vraiment la technique du Kyukimon, il utilise le truc, les particules affectées là de Tempesta avec le liquide aussi de Torafusa justement que Levi justement arrive maintenant à parer en utilisant donc une sorte de trousse dans le sol pour évacuer l'eau. Voilà, bon en même temps c'est un peu normal qu'il se fasse pas baiser deux fois par la même technique, ce serait un peu dommage. Et on apprend évidemment que Levi elle avait mis un masque soi-disant pour survivre aux particules infectées, mais le truc c'est que les particules également entrent par les pores de la peau et pas uniquement par la bouche ou le nez. Donc du coup Gagil ouais, se sont obligés donc d'en terminer rapidement avec Bradman puisque Levi justement sa vie est en train de s'échapper d'elle puisqu'il est en train de crever et pisse du sang aussi par la bouche. Et donc là, après, t'as un petit flashback de Gagil qui se rend compte qu'il a toujours été, soi-disant, celui qui était derrière et qui a toujours voulu rattraper les autres. Hein. C'était celui qui a le dernier Dragon Slayer sans chat, le Dragon Slayer quand je dis Dragon Slayer, c'est vrai qu'on compte pas Cobra ou Laxus, mais en tant que Dragon Slayer de première génération en tous les cas, et même avec les troisième génération aussi, puisque ces 5-là ont été entraînés par des véritables dragons, pardon. Donc il avait pas de chat, il avait pas le mal de transport qu'il a chopé après les 7 ans qui sont, enfin les 3 mois d'entraînement avant les grands jeux magiques. Hein. Il s'est même rappelé que de Sting qui lui a dit ah t'es enfin devenu un véritable Dragon Slayer parce qu'avant il n'avait pas le mal de transport. Ce qui était synonyme que quoi, voilà, Gagil n'était pas un vrai Dragon Slayer jusque là, puis après son entraînement il est enfin devenu, enfin voilà, c'était un peu surtout une manière pour l'auteur de se dire voilà je rattrape une petite incohérence surtout. C'est le dernier qui a parlé de Dragon Force par exemple. Et le flashback le confirme, il n'a pas débloqué de Dragon Force. Et donc en absorbant les particules affectées de Bradman, il arrive donc à modifier sa magie, ce qui fait que sa magie est aussi anti-Eternano, un truc comme ça, ce qui lui permet justement de toucher Bradman, parce qu'avant il ne pouvait pas le faire. Mais maintenant que ses attaques sont anti-Eternano, il arrive maintenant donc à toucher Bradman comme si c'était enduit de Haki dans One Piece, hein, pour faire un peu la référence. Donc du coup Gagil a un peu l'avantage sur le coup et arrive à péter la gueule à Bradman. Bon alors, qu'on se le dise, la transformation de Gagil n'est pas un Dragon Force. Enfin, je pense. Ce n'est pas un Dragon Force. Et peut-être même il en aura pas. La manière dont c'est présenté, j'ai l'impression qu'en fait le mec s'en fout maintenant d'en avoir un de Dragon Force. Ou alors va-t-il le débloquer après. Je ne sais pas. Mais ici donc le mec arrive juste à modifier sa magie, ce que je trouve un peu, allez, j'allais dire débile ou bizarre, mais en soi c'est vrai que s'il était passé en mode Dragon Force, ça aurait rien changé, qu'il n'aurait pas pu vaincre Bradman puisque celui-ci aurait pu se dématérialiser. Donc c'est un peu normal qu'il a eu un autre power-up ici différent. Maintenant, est-ce que c'est vraiment Dragon Force? Je sais pas trop, parce qu'en soi quelqu'un aurait certainement dû dire voilà, il est passé en mode Dragon Force, tu vois, ça aurait été logique. Maintenant, tout ce qui est dit ici, c'est que le mec donc a juste modifié les propriétés de sa magie. Et puis ça aurait été dommage un Dragon Force qui n'utilise pas justement un full power de l'acier, tu vois. Voilà. Bref, donc en gros, il est une forme toute noire un peu. Bon, déjà, il avait le feu, l'acier de l'ombre de Rogue, hein, quand il avait absorbé son élément. Mais là, ça va encore plus loin. Donc à la fin, Bradman est vaincu, soi-disant, et donc entre-temps, Gagil avoue qu'il est en kiff sur Levi, que tout ce qu'il importe, c'est la ramener saine et sauve. Et à la fin, on voit que Bradman a survécu et décide d'emporter Gagil avec lui dans une dernière attaque, on ne sait pas laquelle. Et le chapitre suivant s'appelle justement... j'ai oublié, mais il y avait le chiffre 2, donc dedans, à nous deux, on sera ensemble pour toujours, je sais plus trop quoi, d'ailleurs je vais voir un peu vite fait, excusez-moi parce que j'ai oublié, mais en tous les cas c'était donc une référence au fait que Gagil et Levi vont visiblement, et je pense que si Mashima fait ça, c'est un putain de héros, mais que le chapitre s'appelle, voilà, The Two of Us Together Forever and Always, ça veut dire nous deux ensemble pour toujours. Nous deux ensemble pour toujours. Alors, il y a deux significations à ce titre pour le chapitre de la semaine prochaine. Soit les deux vont mourir, et donc ils seront ensemble jusqu'à la fin pour toujours, tu vois. Et là, t'imagines ta Acnologia qui arrive au dernier moment, après la mort soi-disant de Gagil, et qui fait, bon, un Dragon Slayer qui est tombé, tant mieux, je passe au suivant. Parce que tu vois, Acnologia, il arrive avec l'intention de péter la gueule à Gagil, et en fait, il arrive et il est déjà mort, donc du coup, il n'a pas à le faire. Ce qui permet à l'auteur justement de le ramener plus tard. Donc voilà, les deux terminent ensemble, et ça fait genre comme je l'ai dit, comme Mavis et Zeref, les deux, voilà. À peine il confirme un truc heureux, il est obligé de faire non, il arrache les ailes des fans. Ou alors c'est genre les deux on sera ensemble pour toujours parce que les deux ont survécu et maintenant à partir de là ils sont un couple officiel, c'est bon tu vois. Bon, voilà, c'est tout ce que je pensais donc par rapport à ce chapitre. Comme je l'ai dit, je suis un peu déçu par rapport à Bradman, surpris donc par rapport à la révélation de Gagil Levi, enfin à moitié en réalité. Et par rapport aussi à Auguste, par rapport à God Serena. Donnez-moi donc votre avis en commentaire par rapport à ces différents points. J'ai hâte de voir ce qui se passera dans le chapitre de la semaine prochaine, ça va faire hurler des gens, puisqu'il nous reste maintenant que le chapitre donc, de la semaine prochaine, qui sera le chapitre -1, et puis on arrivera au chapitre 0, où le compte à rebours va enfin arriver à terme.
Putain, je commence vraiment à me demander si c'est bien N qui va apparaître. Je me demande même si ce ne serait pas maintenant Gildart qui va se ramener, ou je sais pas, qu'on verra autre chose, des rêves qui arrivent. Franchement, ça peut être plein de trucs, tu vois. Bon, sur ça les gens, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre donc de Fairy Tail. Donnez-moi votre avis en commentaire, éventuellement likez la vidéo si vous avez aussi aimé le chapitre. Allez, sur ce, bah ciao ciao et passez un agréable moment. Bon, zoom.